À 13 ans, il sourit au juge, pensant être libre, jusqu'à ce que la vidéo dévoile la vérité. Avant de plonger dans cette histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Profitez de l'histoire. Mapleton, avec ses rues bordées d'arbres et ses pelouses bien entretenues, était le genre de ville où les gens laissaient leurs portes déverrouillées la nuit. Le genre d'endroit où le défilé annuel du 4 juillet était l'événement le plus important de l'année, où les voisins apportaient des plats cuisinés quand quelqu'un tombait malade, et où les crimes graves étaient quelque chose qui se produisait dans les grandes villes, pas ici, pas dans leur petit coin parfait d'Amérique. Tout a changé le 12 octobre, lorsque Lily Thompson, 16 ans, a été retrouvée inconsciente près des eaux peu profondes de Redwood Creek. Je promenais simplement mon chien, déclarait Martin Cole, l'homme âgé qui l'a trouvée cet après-midi-là. Sa voix tremblait légèrement alors qu'il se rappelait ce moment. Au début, j'ai cru que quelqu'un avait laissé un tas de vêtements près de l'eau. Puis j'ai vu sa main, qui bougeait à peine. L'appel au 911 a été passé à 16h36. À 16h42. Les premiers secours sont arrivés sur les lieux. La détective Sarah Morales est arrivée 5 minutes plus tard, sa berline banalisée soulevant du gravier en se garant près du sentier d'accès au ruisseau. Ce n'était pas censé être son affaire. Elle rentrait chez elle pour le dîner d'anniversaire de sa fille, mais quelque chose dans la voix du répartiteur l'a fait faire demi-tour. Adolescente de sexe féminin, inconsciente, signe de traumatisme crânien, avait dit le répartiteur. Possible agression. Au moment où la détective Morales est arrivée, les ambulanciers chargeaient. Déjà Lily sur une civière. Les longs cheveux blonds de la jeune fille étaient maculés de sang d'un côté. Son uniforme de pom-pom girl était boueux et déchiré. Un pompon bleu et blanc gisait abandonné près de la berge, ses fibres synthétiques bougeant doucement dans la brise d'automne. Elle respire. « Encore !» a dit un ambulancier à Morales. « Mais ça ne semble pas bon. » Les nouvelles circulent vite dans les petites villes. Avant même que Lily n'atteigne l'hôpital, les rumeurs avaient déjà commencé. Certains disaient qu'elle était tombée en prenant des photos pour les réseaux sociaux. D'autres chuchotaient à propos d'un petit ami secret d'une ville voisine. Quelques-uns suggéraient même qu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours. Mais la détective Morales ne s'intéressait pas aux rumeurs. 20 ans dans la police lui avaient appris que la vérité était généralement à la fois plus simple et plus complexe que ce que les gens imaginaient. À 3 kilomètres de là, dans une maison coloniale de 2 étages avec un panier de basket dans l'allée, Ethan Harper, 13 ans, était assis en tailleur sur le sol de sa chambre, les yeux rivés sur son écran de télévision, tandis que ses pouces manipulaient la manette de sa console de jeu. Il jouait depuis des heures, depuis qu'il était rentré de l'école. « Ethan, le dîner est prêt !» appela sa mère, Jennifer, d'en bas. « 5 minutes de plus !» cria-t-il en retour, sans quitter l'écran des yeux. Le jeu continua. Explosion et coups de feu, remplissant sa chambre tandis que son personnage courait à travers un paysage dévasté par la guerre. Il était bon à ce jeu, meilleur que la plupart des lycéens contre lesquels il jouait en ligne. Ethan aimait être bon dans ce qu'il faisait. Le flash de lumière rouges et bleues à travers la fenêtre de sa chambre attira son attention. Il mit le jeu en pause et se déplaça pour regarder dehors. Une voiture de police s'était arrêtée devant leur maison. En bas, la sonnette retentit. Jennifer Harper, portant encore son tablier de cuisine, ouvrit la porte pour trouver la détective Sarah Morales, debout sur son porche, badge à la main. « Madame Harper ?» demanda la détective. « Oui », répondit Jennifer, son sourire faiblissant légèrement. « Je peux vous aider ? Je suis la détective Morales du département de police de Mapleton. Je suis désolé de vous déranger à l'heure du dîner. Mais je dois parler à votre fils, Ethan. » Le visage de Jennifer perdit toute couleur. Depuis sa position en haut des escaliers, Ethan pouvait voir les articulations de sa mère devenir blanches alors qu'elle s'agrippait au cadre de la porte. « De quoi s'agit-il » demanda Jennifer, sa voix à peine plus qu'un murmure. La détective Morales leva les yeux, repérant Ethan sur le palier. Leurs regards se croisèrent un instant avant qu'elle ne se retourne vers Jennifer. « C'est au sujet de ce qui est arrivé à Lily Thompson cet après-midi, » dit la détective. « Puis-je entrer ?» L'expression d'Ethan ne changea pas,
Mais quelque chose vacilla derrière ses yeux. Quelque chose de froid et calculateur qui disparut aussi vite qu'il était apparu. Le salon de la famille Harper était décoré avec goût, orné de photos de famille et de trophées, principalement les prix académiques d'Ethan et quelques médailles, sportives appartenant à son frère aîné Aaron. La détective Morales était assise en face d'Ethan, qui restait parfaitement immobile sur le canapé, les mains posées sur ses genoux. Jennifer rôdait à proximité, proposant à plusieurs reprises du café que la détective avait déjà refusé 2 fois. « J'aimerais parler à Ethan seul, si cela ne vous dérange pas », dit doucement Morales. Le sourire de Jennifer se crispa. « Il n'a que 13 ans. Je pense que je devrais rester. »« Maman, c'est bon, » dit Ethan, sa voix étonnamment ferme. « Ça ne me dérange pas de parler à la détective Morales. » Après un moment d'hésitation, Jennifer acquiesça et se retira dans la cuisine, bien qu'elle laissât la porte légèrement entr'ouverte. « Connais-tu Lily Thompson ?» demanda Morales une fois qu'ils furent relativement seuls. Ethan secoua la tête. « Pas vraiment. Je veux dire, tout le monde sait qui elle est. C'est une pom-pom girl. Mais tu ne lui parles pas? Vous n'êtes pas amis? » « Non, dit-il fermement. Nous n'évoluons pas exactement dans les mêmes cercles. Elle est au lycée. » Morales hocha la tête, prenant note dans son petit carnet relié en cuir. « Où étais-tu après l'école aujourd'hui, Ethan? » « Je suis rentré directement à la maison. J'avais un contrôle de maths. Alors, maman m'a permis de sauter les leçons de piano aujourd'hui. » Ses yeux ne quittèrent jamais les siens tandis qu'il parlait. « Je joue aux jeux vidéo depuis environ 15h30. » De la cuisine, Jennifer s'écria. « C'est vrai. Je suis rentré tôt du travail aujourd'hui. Ethan était ici quand je suis arrivé à 16h05. » Morales prit une autre note. « Et tu n'as pas du tout quitté la maison après ça? »« Non, » répondit Ethan. « Pourquoi le ferais-je? Il pleuvait. » Il avait effectivement bruiné plus tôt cet après-midi, un détail que Morales avait momentanément oublié. Elle étudia le visage du garçon, cherchant tout signe de nervosité ou de tromperie. Il n'y en avait aucun. Juste une expression calme, légèrement curieuse qui semblait trop composée pour un garçon de 13 ans interrogé par la police. « Ethan est un bon élève, » dit Jennifer, réapparaissant avec une tasse de café malgré les refus de Morales. « Il n'a jamais eu de problème. » La détective accepta le café avec un sourire poli. « Je pose simplement des questions de routine, Madame Harper. Lily Thompson a été retrouvée blessée près de Redwood Creek aujourd'hui. Nous parlons à toutes les personnes qui pourraient avoir des informations. Ce ruisseau n'est pas près d'ici, » répliqua rapidement Jennifer. « C'est de l'autre côté de la ville. » Morales se tourna de nouveau vers Ethan. « Vas-tu parfois à Redwood Creek, Ethan? »« Parfois en été, » dit-il en haussant les épaules. « Pas ces derniers temps. » 2 heures plus tard, la détective Morales était assise dans son bureau, examinant les images de vidéosurveillance de l'école moyenne de Mapleton. L'horodatage indiquait 15h05, fin de la journée scolaire. Elle regardait les élèves sortir du bâtiment, se dirigeant vers les bus et les voitures qui attendaient. Et là, marchant seul avec son sac à dos, se trouvait Ethan Harper. Mais au lieu de se diriger vers la maison Harper comme il l'avait prétendu, il tournait dans la direction opposée. Morales avança rapidement jusqu'à 15h17, lorsqu'un angle de caméra, différent, celui du parking du lycée, montrait quelque chose d'inattendu. Ethan Harper marchant aux côtés de Lily Thompson. Ils ne se tenaient pas la main ou n'étaient pas particulièrement proches, mais ils étaient clairement ensemble, en train de parler. La détective se frotta les tempes. Le garçon lui avait menti en face et l'avait fait de manière convaincante. Le lendemain matin, Morales rencontra le docteur Maxwell Reed, le conseiller scolaire qui travaillait à la fois avec le collège et le lycée. Ethan Harper? Reed ajusta ses lunettes. Un enfant très intelligent, testé dans la catégorie des surdoués à l'école élémentaire. Des problèmes de comportement? Demanda Morales. Reed hésita. Rien dans son dossier. Mais quoi? Il a été assez sévèrement harcelé l'année dernière. Des garçons plus âgés l'ont ciblé à cause de sa taille. Il est petit pour son âge. Et de ses résultats de scolaire. Reed remua quelques papiers sur son bureau. Puis quelque chose a changé il y a environ 2 mois. Soudainement, le harcèlement s'est arrêté. Il a commencé à s'asseoir avec différents enfants au déjeuner, des enfants populaires. « Qu'est-ce qui a changé ?» insista Morales. Reed
secoua la tête. Je ne sais pas, c'était comme si un interrupteur avait été activé. Des enfants qui le tourmentaient autrefois le traitaient soudainement comme s'il était l'un des leurs. C'était inhabituel. Alors que Morales retournait au poste en voiture, son téléphone sonna. C'était Jennifer Harper. « Détective, je dois vous dire quelque chose. » Sa voix tremblait. « À propos d'Ethan. » Plus tard ce soir-là, après qu'Ethan soit allé se coucher, Jennifer Harper se tenait dans l'embrasure de la porte de sa chambre, le regardant. Son visage endormi semblait plus jeune, plus innocent. Elle ferma doucement la porte et se dirigea vers son placard, faisant glisser la porte avec un soin pratiqué pour éviter le grincement qui pourrait le réveiller. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait jusqu'à ce qu'elle le trouve. Une basket blanche et bleue partiellement cachée derrière une pile de jeux de société sur l'étagère. En la sortant, quelque chose de sombre attira son attention. La semelle et le côté de la basket étaient tachés de ce qui semblait être du sang séché. La main de Jennifer tremblait alors qu'elle repoussait rapidement la basket dans sa cachette et fermait la porte du placard. En dehors de la chambre d'Ethan, elle s'appuya contre le mur, son cœur battant la chamade. Quoiqu'elle s'était sur le point de dire à la détective Morales au téléphone, elle avait changé d'avis et raccroché brusquement. Maintenant, elle savait pourquoi. Richard Harper est rentré, tard ce soir-là, comme il le faisait souvent. En tant que directeur régional d'une entreprise pharmaceutique, son travail le tenait fréquemment éloigné de la maison, parfois pendant des jours. Quand il est entré dans la chambre principale, il a trouvé Jennifer assise au bord du lit, encore entièrement habillée, regardant dans le vide. « Jen » a-t-il appelé doucement. « Tout va bien. » Elle a levé les yeux, surprise. Un détective est passé aujourd'hui, au sujet de cette fille du lycée, celle qui a été attaquée. Richard a desserré sa cravate. Que nous voulait-il? Il voulait parler à Ethan. Ses mouvements se sont interrompus un instant. Pourquoi? Jennifer a secoué la tête. Je ne sais pas. Ils ont dit qu'ils parlent à tout le monde. Richard a fini d'enlever sa cravate d'un geste sec. Et qu'est-ce que notre fils leur a dit? Qu'il ne la connaît pas, qu'il est rentré directement après l'école. Bien, a dit Richard, accrochant sa veste de costume. Parce que c'est la vérité. Jennifer n'a pas répondu. Le foyer Harper n'avait pas toujours été ainsi, tendu, rempli de pensées non exprimées. D'anciens voisins de leur ancienne ville se souvenaient d'eux, différemment. Ils étaient comme n'importe quelle autre famille quand ils ont emménagé ici. Se rappelait Margaret Wilson, qui avait vécu à côté des Harper avant qu'ils ne déménagent à Mapleton 3 ans auparavant. Richard était ambitieux, toujours au travail. Jennifer adorait ses garçons, surtout Ethan. Elle a fait une pause baissant les yeux vers sa tasse de thé. Mais il y avait quelque chose, je ne sais pas. Le garçon plus âgé, Aaron, je crois, semblait toujours être en difficulté pour une raison ou une autre, tandis qu'Ethan était l'enfant parfait. « Parfait ?» a demandé la détective. « Morales. » Margaret a bougé dans son siège. « Trop parfait, si vous voulez mon avis. Toujours poli, toujours serviable. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux parfois. » Elle a secoué la tête. « Je suis probablement juste en train de dire des bêtises. S'est-il passé quelque chose de spécifique? Avec Ethan qui vous a préoccupé? » Margaret a hésité. « Il y a eu un incident avec mon chat. Il a disparu pendant 2 jours. Quand il est revenu, il était différent, effrayé partout. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé Ethan dans mon jardin. Il a dit qu'il cherchait un ballon, mais il était juste là à regarder mon chat à travers la fenêtre. » Elle a soupiré. Peu après, les Harper ont déménagé. J'ai entendu dire que Richard avait obtenu une promotion. De retour à Mapleton, Aaron Harper, maintenant âgé de 17 ans, était assis dans les gradins regardant l'entraînement de basket. Il n'avait pas fait d'essai pour l'équipe cette année, malgré la déception de son père. Le sport n'avait jamais été son truc, bien qu'il soit assez athlétique. Il préférait simplement passer son temps à d'autres activités, comme la musique, que son père considérait comme une perte de temps. « Tu es encore là ?» a demandé l'entraîneur Davis en fermant le gymnase à clé. L'entraînement s'est terminé il y a 20 minutes. Aaron a haussé les épaules. Je réfléchis, c'est tout. À Lily Thompson? A demandé l'entraîneur. Une chose terrible. Ouais. Aaron a donné un coup de pied dans un caillou, par terre.
Elle est dans mon cours d'anglais. Vous êtes amis? Aaron a secoué la tête. Pas vraiment, elle est gentille cependant. Elle n'agit pas de manière supérieure comme certaines des autres pom-pom girls. Il n'a pas mentionné qu'il lui avait demandé d'aller au bal d'hiver la semaine dernière. Elle l'avait gentiment éconduit, disant qu'elle y allait déjà avec quelqu'un d'autre. Il n'avait parlé à personne de ce rejet, surtout pas à son père, qui l'aurait considéré comme un autre échec. À l'hôpital mémorial de Mapleton, Lily Thompson restait inconsciente. Un tube respiratoire dans la gorge. Les médecins avaient provoqué un coma pour réduire le gonflement cérébral causé par sa blessure. Ses parents ne l'avaient presque pas quittée, prenant des tours de garde pour s'assurer qu'elle n'était jamais seule. « Nous ne savons pas quand elle se réveillera », a expliqué le docteur Patel à la détective Morales. Le coup à la tête était grave. Si M. Cole ne l'avait pas trouvée quand il l'a fait, sera-t-elle capable de nous dire ce qui s'est passé quand elle se réveillera? A demandé Morales. C'est possible, mais avec des blessures à la tête comme celle-ci, la perte de mémoire est courante. Elle pourrait ne se souvenir de rien de cette journée, ou même des jours précédents. De retour au poste, Morales a reçu une nouvelle qui a accéléré son pouls. Le téléphone de Lily avait été récupéré dans le lit du ruisseau, non loin de l'endroit où elle avait été trouvée. L'écran était fissuré, mais le département technique avait réussi à récupérer certaines données, y compris des messages textes qui avaient été supprimés. La plupart étaient des conversations typiques d'adolescents avec des amis à propos de devoirs et d'émissions de télévision. Mais une conversation se démarquait. Des messages entre Lily et un contact enregistré uniquement sous le nom de E. Le dernier échange avait eu lieu le jour de l'attaque. E. Peux-tu me retrouver au ruisseau après l'école? J'ai quelque chose d'important à te montrer. Lily. Pourquoi le ruisseau? C'est privé. S'il te plaît. Personne ne peut savoir. Lily. Ok, d'accord. 16 heures? Parfait. Viens seul. Morales fixait l'écran, un frisson lui parcourant l'échine. L'horodatage du dernier message était 14h36, moins de 2 heures avant que Lily Thompson ne soit retrouvée à peine vivante à Redwood Creek. Et maintenant? Morales savait pourquoi Ethan Harper et Lily avaient été vus marchant ensemble après l'école. Ils ne se croisaient pas simplement. Ils avaient un rendez-vous planifié. Un rendez-vous sur lequel Ethan avait délibérément menti. Un rendez-vous qui avait failli coûter la vie à Lily Thompson, la détective. Morales se préparait à faire venir Ethan Harper pour un interrogatoire formel, lorsqu'une nouvelle information a changé la direction de son enquête. Un élève de Mapleton High s'était présenté avec un enregistrement vidéo sur téléphone portable d'une dispute entre Lily Thompson et Aaron Harper qui avait eu lieu dans la cafétéria de l'école 3 jours avant l'attaque. Dans la vidéo tremblante, Aaron se tenait devant la table de Lily, le visage rougi de colère. « Tu crois que tu peux simplement utiliser les gens et ensuite les jeter ?» demanda-t-il, sa voix se brisant sous l'émotion. Lily resta assise, semblant plus ennuyée qu'effrayée. « Je n'ai utilisé personne. Je t'ai dit que j'y allais déjà avec quelqu'un d'autre. »« Tu mens !» Les mains d'Aaron étaient serrées en poing le long de son corps. « Tu penses simplement que tu es trop bien pour moi. » Un professeur intervint avant que les choses ne s'aggravent. Mais la vidéo dépeignait une image claire. Aaron Harper avait été publiquement rejeté et humilié par Lily Thompson quelques jours seulement avant qu'elle ne soit attaquée. « Nous devons parler au frère aîné », dit le chef Reynolds après avoir regardé les images. Des adolescents éconduits ont fait pire pour moins que ça. Morales acquiesça, mais quelque chose la dérangeait. Qu'en est-il des textos signés « E » sur le téléphone de Lily et des images de vidéosurveillance montrant Ethan avec elle? Cela pourrait être une coïncidence, répondit Reynolds. Ou peut-être que les frères étaient de mèche. Dans tous les cas, nous devons examiner Aaron de près. Lorsque Morales et l'officier Davis arrivèrent à la maison des Harper cet après-midi-là, Richard Harper venait de rentrer du travail. Sa réaction à la présence de la police fut immédiate et énergique. « Vous êtes de retour? Qu'est-ce que c'est maintenant ?» exigea-t-il, bloquant la porte d'entrée. « Monsieur Harper, nous devons parler à Aaron », expliqua Morales, gardant un ton professionnel malgré l'hostilité de Richard. « Pourquoi ?» Les yeux de Richard se rétrécirent. « D'abord, vous harcelez mon fils. Cadet, maintenant mon aîné. Qu'insinuez-vous exactement »
Nous n'insinuons rien, monsieur. Nous enquêtons sur une agression et nous avons des questions pour Aaron. Richard semblait sur le point d'argumenter davantage lorsque Jennifer apparut derrière lui, posant une main sur son bras. « Richard, s'il te plaît, coopérons. » Après un moment de tension, Richard s'écarta, permettant aux officiers d'entrer dans la maison. Aaron fut appelé à descendre de sa chambre, son expression méfiante en entrant dans le salon. « Aaron, » commença Morales, « nous devons vous interroger sur votre relation avec Lily Thompson. » Le visage de l'adolescent pâlit. « Est-elle... va-t-elle bien ?»« Elle est toujours inconsciente, » répondit Morales, observant attentivement sa réaction. « Nous comprenons que vous avez eu une dispute avec elle récemment. » Aaron baissa les yeux vers ses mains. « Ouais, je lui ai demandé de m'accompagner au bal d'hiver. Elle m'a éconduit. » Il déglutit difficilement. « Je me suis énervé. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Mais je ne lui ai pas fait de mal. Je le jure. »« Où étiez-vous après l'école le jour de l'attaque ?» demanda l'officier Davis. « À l'entraînement de... basket, » répondit rapidement Aaron. « J'y étais de 15h30 jusqu'à 17h. » Richard intervint. « Mon fils a un alibi. Vous pouvez vérifier auprès de son entraîneur. » Morales hocha la tête. « Nous le ferons. » Le lendemain matin, Richard Harper entra dans le bureau de Douglas Bennett, l'un des avocats les plus éminents de Mapleton. Le bureau de Bennett était décoré avec goût, orné de livres de droit et de diplômes encadrés d'universités prestigieuses. « J'ai besoin de votre aide, » dit Richard sans préambule. Bennett fit un geste vers une chaise. « Quel semble être le problème, monsieur Harper ?»« La police cible mes fils en lien avec l'agression de la fille Thompson. »« Fils, au pluriel ?» Bennett leva un sourcil. Richard acquiesça. « Ils ont d'abord interrogé Ethan. Il n'a que 13 ans, bon sang. Maintenant, ils s'en prennent à Aaron. Ils construisent une sorte de récit selon lequel il aurait été rejeté par cette fille. Et l'a-t-il été ?» La mâchoire de Richard se crispa. « Ce n'est pas le point. Mes garçons sont victimes d'un coup monté. » Bennett se pencha en arrière dans son fauteuil. « J'aurais besoin d'une provision. » Sans hésitation, Richard sortit son carnet de chèques. Plus tard dans la journée, des images de vidéosurveillance d'une station-service près de Redwood Creek ont fait surface. La vidéo granuleuse montrait quelqu'un s'éloignant précipitamment de la direction du ruisseau vers 16h45 le jour de l'attaque. Bien que le visage de la personne ne fût pas visible, la carrure et la taille semblaient correspondre à Aaron Harper. « Cela ne semble pas bon pour le fils de votre client », dit le chef Reynolds à Bennett lorsque l'avocat arriva au poste. « C'est pourquoi je suis ici, » répondit Bennett avec aplomb. « Avant que vous ne preniez des décisions hâtives, j'aimerais présenter des preuves qu'Aaron Harper était à l'entraînement de basket pendant l'heure en question. » Il produisit des déclarations signées de 3 coéquipiers d'Aaron, confirmant tous sa présence à l'entraînement cet après-midi-là. « Affaire classée, » dit Bennett avec un sourire confiant. Mais Morales n'était pas convaincue. Après le départ de Bennett, elle décida de parler directement avec l'entraîneur Davis. « Les coéquipiers ont raison. Aaron était à l'entraînement, » confirma Davis. « Mais il est parti tôt. » Morales se redressa sur sa chaise. « Combien tôt ? » « Environ 30 minutes après le début. » A dit qu'il ne se sentait pas bien. Davis fronça les sourcils. « Je l'ai quand même marqué présent pour toute la session. Le gamin a assez de problèmes avec son père qui le pousse constamment. »« À quelle heure exactement est-il parti ?» insista Morales. L'entraîneur Davis consulta son presse-papier. L'entraînement a commencé à 15h30, donc il serait parti vers 16h11. Morales sentit son pouce accélérer. Lily avait accepté de rencontrer eux au ruisseau à 16h11. Si Aaron avait quitté l'entraînement à ce moment-là, il aurait facilement pu se rendre à Redwood Creek dans la fenêtre de temps avant que Lily ne soit retrouvée blessée. Mais il restait la question des textos signés « eux », présumément pour Ethan, et les images d'Ethan marchant avec Lily après l'école. À moins que... Entraîneur, est-ce qu'Aaron utilise parfois le téléphone de son frère, ou prétend être lui ? Davis sembla confus. Je n'en saurais rien à ce sujet. Pourquoi ? Morales ne répondit pas. Une nouvelle théorie se formait dans son esprit, une qui dépeignait une image plus compliquée qu'elle ne l'avait initialement imaginée. Et si le « e » dans les messages textes n'était pas du tout Ethan ? Et si Aaron avait utilisé
L'identité de son jeune frère pour attirer Lily au ruisseau? La détective Morales décida de revisiter l'ancienne école d'Ethan, espérant obtenir des informations de ceux qui l'avaient connu avant le déménagement à Mapleton. Elle organisa une rencontre avec Diane Patterson, qui avait enseigné à Ethan en 5e année. Il était incroyablement brillant, se rappela Patterson, assise dans sa salle de classe vide après les heures de cours. Le genre d'élève qui donne un sens à l'enseignement. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans son comportement ?» demanda Morales. Patterson hésita, ses doigts tapotant nerveusement sur son bureau. « Définissez inhabituel. Tout ce qui vous a semblé différent des autres enfants de son âge. » L'enseignante soupira. Ethan était extraordinairement manipulateur, pas de manière évidente. Il savait exactement ce que les adultes voulaient entendre. Pouvez-vous me donner un exemple? Il y a eu un incident avec un animal de compagnie de la classe, un hamster. Il est mort de façon inattendue. Les autres enfants étaient bouleversés, mais Ethan a organisé un petit enterrement. Il semblait aider tout le monde à gérer leur chagrin. Elle fit une pause. Plus tard, j'ai découvert qu'il le piquait avec des crayons quand personne ne regardait. Un élève l'a vu, mais avait peur de le dire. Morales ressentit un frisson. Que s'est-il passé? Rien. L'élève qui l'a signalé a soudainement changé son histoire. Dit qu'il l'avait inventé. Parce qu'il était jaloux des notes d'Ethan. Patterson secoua la tête. Mais le regard dans les yeux de cet enfant, il était terrifié. De retour à l'hôpital mémorial de Mapleton, Lily Thompson restait inconsciente, des machines surveillant ses signes vitaux. Sa chambre était devenue un sanctuaire, improvisé, avec des cartes, des peluches et des fleurs couvrant chaque surface. Une infirmière nommée Sandra Martinez avait été assignée aux soins de Lily. En vérifiant les signes vitaux de la patiente un soir, elle remarqua Jennifer Harper debout dans l'embrasure de la porte. « Puis-je vous aider ?» demanda Sandra. « Je voulais juste voir comment elle allait », répondit Jennifer, sa voix à peine audible. Sandra expliqua que seule la famille était autorisée dans la chambre, mais Jennifer insista qu'elle était une amie de la famille. L'infirmière lui permit à contre-cœur une brève visite. Puis, pendant sa pause, Sandra mentionna la visiteuse à sa collègue. La chose étrange était, dit Sandra, qu'elle restait simplement là à fixer la fille. Puis elle s'est penchée et a chuchoté quelque chose. « Qu'a-t-elle dit ?» demanda sa collègue. « Je n'ai pas pu entendre clairement, mais ça ressemblait à « S'il te plaît, ne te réveille pas ». Pendant ce temps, l'équipe médico-légale avait terminé son analyse des preuves recueillies à Redwood Creek. Les résultats contredisaient leurs soupçons antérieurs. D'après les empreintes de pas sur les lieux et l'angle d'impact sur la tête de la victime, indiquait le rapport, l'agresseur mesurait probablement entre 1,57 m et 1,65 m. Aaron Harper mesurait 1,68 m. Ethan mesurait 1,60 m. Morales fixait le rapport, essayant de concilier cette nouvelle information avec les preuves pointant vers Aaron. Le frère aîné avait un mobile clair, rejet et humiliation, et avait quitté l'entraînement de basket avec suffisamment de temps pour atteindre le ruisseau. Mais les preuves physiques suggéraient que quelqu'un de plus petit avait attaqué Lily, quelqu'un de la taille d'Ethan. Ce soir-là, alors que les couloirs de l'hôpital devenaient silencieux, la main droite de Lily Thompson tressaillit. Puis son index bougea, légèrement mais délibérément. L'infirmière de nuit, vérifiant ses signes vitaux, remarqua le mouvement et appela le médecin de garde. Cela pourrait être un réflexe involontaire, avertit le docteur Patel après avoir examiné Lily. Mais cela pourrait aussi être un signe qu'elle commence à émerger du coma. Il fit une note dans son dossier, puis quitta la chambre. Dans l'espace faiblement éclairé, le doigt de Lily bougea à nouveau. Puis sa main entière se souleva lentement d'un pouce du lit avant de retomber. Dans le calme de sa chambre d'hôpital, Lily Thompson luttait pour se réveiller. Et si elle le faisait, tout changerait. Alors que la nouvelle du possible rétablissement de Lily se répandait dans Mapleton, la ville se divisait en camps. Certains se ralliaient derrière la famille Harper, refusant de croire que l'un ou l'autre de leurs fils puisse être impliqué dans un acte aussi terrible. D'autres chuchotaient que la police n'en faisait pas assez, qu'elle était influencée par les relations et l'argent de Richard Harper. La détective Morales ignorait les rumeurs et se concentrait sur les faits. Sa prochaine étape
était d'interviewer les amis d'Ethan, si on pouvait les appeler ainsi. Selon les dossiers scolaires, Ethan avait commencé à s'asseoir avec un groupe de collégiens de 8e année il y a environ 2 mois, au même moment où le Dr Reed avait remarqué sa soudaine montée en statut social. Tyler Brooks, un garçon élancé avec un appareil dentaire, se déplaçait inconfortablement sur sa chaise, tandis que Morales l'interrogeait dans le bureau du conseiller scolaire. « On a juste commencé à traîner ensemble », expliqua Tyler en haussant les épaules. « Ethan est cool. »« Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Morales. « Je comprends qu'il ne faisait pas partie de votre groupe avant. » Les yeux de Tyler se dirigèrent vers la porte, comme pour vérifier qu'ils étaient seuls. « Il m'a aidé en maths. J'étais en train d'échouer, et mon père a dit que je ne pouvais pas jouer aux jeux vidéo tant que mes notes ne s'amélioraient pas. » Il tripotait sa montre. « Ethan m'a donné des cours particuliers. Maintenant j'ai un B+. »« C'est tout ?» insista Morales. Tyler hésita. « Il sait des choses. Sur les gens. » « Quel genre de choses ? » ?»« Juste des trucs. Comme qui aime qui, ou qui triche aux examens. » Tyler déglutit difficilement. Ethan remarque des choses que les autres ne voient pas. Le schéma se répétait avec chacun des nouveaux amis d'Ethan. Tous semblaient réticents à parler de lui. Et quand ils le faisaient, leurs éloges semblaient répétés. Aucun n'admettait l'avoir vu avec Lily, bien que tous reconnaissaient savoir qui elle était. C'est comme s'ils avaient peur de lui, dit Morales au chef Reynolds par la suite. Mais ils ne veulent pas dire pourquoi. Les enfants de cet âge sont bizarres, répliqua Reynolds. Peut-être qu'ils ne veulent simplement pas être vus comme des mouchards. Morales secoua la tête. C'est plus que ça, ils cachent quelque chose. Plus tard dans l'après-midi, Morales rencontra à nouveau le docteur Maxwell Reed. Le conseiller scolaire semblait distrait, ajustant à plusieurs reprises ses lunettes et remuant des papiers. « Il y a quelque chose que vous ne m'avez pas dit avant, » dit Morales, allant droit au but. « À propos d'Ethan Harper. » Reed soupira. « Il y a des considérations de confidentialité. Une jeune fille de 16 ans lutte pour sa vie, » interrompit Morales. Les considérations de confidentialité ne l'emportent pas sur cela. Après une longue pause, Reed acquiesça. J'avais des inquiétudes concernant le comportement d'Ethan, la façon dont il interagissait avec ses pairs, ses réponses émotionnelles ou leur absence. Qu'est-ce qui vous préoccupait spécifiquement? Il est très calculateur. Il observe les gens, apprend leurs faiblesses, et ensuite, Reed s'interrompit. Je ne peux rien prouver, mais je crois qu'il faisait chanter d'autres élèves de manière subtile. Pas pour de l'argent, mais pour du capital social. Pourquoi n'avez-vous pas documenté cela? Reed semblait honteux. Son père est membre du conseil d'administration de l'école. Et sans preuve concrète, il secoua la tête. J'aurais dû faire plus. Alors que Morales s'apprêtait à insister davantage, son téléphone sonna. C'était le chef Reynolds, sa voix urgente. Ethan Harper vient d'entrer dans le commissariat. Il dit qu'il veut parler de ce qui est arrivé à Lily Thompson. Au commissariat, Ethan était assis seul dans la salle d'interrogatoire, sa posture détendue comme s'il attendait un rendez-vous de routine chez le dentiste plutôt qu'un interrogatoire de police. Ses parents n'avaient pas été informés de son arrivée, à sa propre demande. « Je n'ai pas été complètement honnête avant », dit Ethan à Morales, sa voix ferme. « Je connaissais Lily, nous étions amis en quelque sorte. »« Pourquoi mentir à ce sujet ?» demanda Morales. « J'avais peur. » Pour la première fois, une lueur d'émotion traversa son visage. « J'étais là, au ruisseau, mais je ne l'ai pas blessé, je l'ai trouvé comme ça. » Tandis qu'Ethan décrivait sa découverte de Lily inconsciente près de l'eau, Morales l'observait attentivement. Son récit était détaillé et cohérent. Il affirmait avoir paniqué et s'être enfui sans appeler à l'aide, craignant d'être blâmé. « Je sais que j'aurais dû appeler le 911, » dit-il, les yeux baissés. « J'ai été lâche. » Tout dans sa confession semblait authentique. Le remords, la peur, le regret. Cela s'alignait parfaitement avec certaines des preuves. Trop parfaitement, peut-être. Car tandis qu'Ethan Harper était assis là, avouant avoir abandonné une fille blessée, Morales remarqua quelque chose d'étrange. Pas une seule fois ses mains ne tremblèrent. Pas une seule fois sa voix ne se brisa. Pas une seule fois il ne versa une larme. Pendant qu'Ethan donnait sa déposition au commissariat,
Richard Harper était au téléphone avec l'avocat Bennett, sa voix tendue par une colère à peine contenue. « Que voulez-vous dire? Il est allé à la police de lui-même. Sans nous? Sans vous? Monsieur Harper, légalement, il peut parler à la police, » expliqua Bennett. « Mais ne vous inquiétez pas. Sans la présence d'un parent ou tuteur, tout ce qu'il dit sera inadmissible devant un tribunal. »« Ce n'est pas le problème, » siffla Richard. « Pourquoi irait-il dans notre dos comme ça ?» La tension dans le foyer Harper était devenue de plus en plus évidente au cours de la semaine écoulée. Jennifer se déplaçait dans la maison comme un fantôme, prenant ses médicaments contre l'anxiété plus fréquemment. Richard restait au travail plus tard, évitant les dîners en famille. Aaron se retirait dans sa chambre, écouteur fermement en place. En y repensant, les voisins se rappelleraient plus tard des signes subtils de dysfonctionnement qu'ils avaient négligés. Le père poussait toujours ses garçons, dit Gregory Mills qui vivait de l'autre côté de la rue. Surtout Ethan. Rien n'était jamais assez bon. Jennifer semblait dépassée, ajouta sa femme, Lisa. Toujours en train de s'excuser pour les plus petites choses. Toujours à surveiller Ethan comme si elle avait peur de le laisser hors de sa vue. L'histoire de la famille commençait à se dévoiler par fragments. Avant Mapleton, ils avaient vécu dans 3 villes différentes en l'espace de 5 ans, déménageant toujours après que Richard ait reçu une promotion ou une meilleure opportunité, toujours après que quelques problèmes non spécifiés aient commencé à se profiler. Ils étaient devenus experts en réinvention, nota la détective Morales dans son dossier. Nouvelle ville, nouvelle école, nouveau récit. L'équipe médico-légale confirma que les échantillons de sol du lit du ruisseau correspondaient aux particules trouvées dans les semelles de la basket cachée d'Ethan. Son ADN était sur l'uniforme de Pom-Pom Girl de Lily. Les preuves physiques soutenaient son histoire selon laquelle il l'avait trouvée et avait essayé d'aider avant de paniquer et de s'enfuir. Mais quelque chose semblait encore faux pour Morales. Elle retourna au domicile Harper avec un mandat de perquisition, se concentrant sur la chambre d'Ethan. Richard protesta bruyamment, menaçant d'appeler Bennett, tandis que Jennifer se tenait silencieusement dans le coin, les bras enroulés autour d'elle-même. Morales s'attendait à trouver la chambre typique d'un adolescent, en désordre, avec des affiches de groupe ou d'athlètes sur les murs. Au lieu de cela, la chambre d'Ethan était méticuleusement organisée. Livres rangés par hauteur sur des étagères, vêtements, pliés avec une précision militaire. Rien qui ne soit pas à sa place. Rien sauf une petite indentation dans la bouche d'aération du plafond. Une qui ne correspondait pas aux vis qui la maintenaient en place. Lorsque Morales retira le couvercle de la bouche d'aération, elle trouva ce qui semblait être une petite caméra, habilement cachée et câblée pour passer entre les murs. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, tenant l'appareil. Le visage de Jennifer s'effondra. Richard commença à parler, mais Jennifer l'interrompit. « Nous l'avons installé, » admit-elle, la voix à peine plus forte qu'un murmure, il y a environ 6 mois. « Vous espionniez votre fils ?» demanda Morales, incrédule. « Le surveillions, » corrigea Richard sèchement, « pour sa propre sécurité. Pourquoi un enfant aurait-il besoin de ce genre de surveillance ?» Aucun des parents ne répondit immédiatement. La mâchoire de Richard travaillait silencieusement, comme s'il mâchait des mots qu'il ne pouvait pas cracher. Jennifer fixait le sol. « Il y a eu des incidents, » dit finalement Jennifer, « à son ancienne école, avec d'autres enfants. » Richard lui lança un regard d'avertissement. Rien n'a jamais été prouvé. « Quel genre d'incident ?» insista Morales. « Rien de sérieux, » insista Richard. « Des garçons qui sont des garçons. Des chamailleries mal interprétées. » Mais le visage de Jennifer racontait une histoire différente. Une histoire de peur, non pas de ce qui pourrait arriver à son fils, mais de ce que son fils pourrait faire. Plus tard, en examinant les images de la caméra cachée, Morales découvrit quelque chose de troublant. La nuit précédant l'attaque de Lily, Ethan n'avait pas dormi dans son lit comme ses parents le croyaient. Le lit était vide, et la fenêtre était ouverte. La procureure Patricia Lancaster avait bâti sa carrière sur des affaires difficiles, mais quelque chose dans la situation Harper la troublait profondément. Assise en face d'Ethan dans une salle d'interrogatoire, avec l'avocat Bennett et Richard Harper le flanquant comme des tours protectrices,
Elle étudiait le visage du garçon. « Reprenons une dernière fois, » dit Lancaster, sa voix mesurée et calme. « Toi et Lily étiez amis ?»« En quelque sorte, » répondit Ethan. « On parlait parfois. »« De quoi ?»« De trucs d'école, de livres. Elle était gentille avec moi. » Lancaster consulta ses notes. « Et le jour de l'incident, tu as arrangé pour la rencontrer à Redwood Creek ?»« Oui, je voulais lui montrer quelque chose. »« Quoi exactement ?» Pour la première fois, Ethan hésita. Ses yeux se dirigèrent brièvement vers Bennett avant de revenir à Lancaster. « Un fort que j'ai construit l'été dernier. Il est caché dans les arbres, près de l'eau. Et quand tu es arrivé, elle était déjà là sur le sol. » La voix d'Ethan restait stable. « Il y avait du sang. J'ai essayé de l'aider, mais j'ai eu peur, et j'ai fui. » Lancaster se pencha légèrement en avant. « C'est intéressant, Ethan, parce que les messages de Lily montrent qu'elle rencontrait quelqu'un avec l'initiale E à 16 heures. Pourtant, le médecin légiste situe le moment de sa blessure entre 16h05 et 16h15. Ce n'est pas beaucoup de temps pour que tu arrives. La trouve déjà blessée, panique, et fuit avant que M. Cole ne la découvre à 16h36. Un éclair, quelque chose, d'indéfinissable, passa derrière les yeux d'Ethan. Pas de la peur, pas de la colère, mais un calcul froid qui disparut aussi vite qu'il était apparu. « Je ne sais pas quoi vous dire, » dit-il. « C'est ce qui s'est passé. »« Madame Lancaster, » intervint Bennett. « Mon client a pleinement coopéré, il a admis avoir été sur les lieux et n'avoir pas appelé à l'aide. Un manquement de jugement dû à la panique, pas à la malveillance. À moins que vous ne l'accusiez formellement, cet entretien est terminé. » Lancaster soutint le regard d'Ethan un moment de plus. « Juste une dernière question. Possèdes-tu une basket bleue et blanche avec une étoile sur le côté ?» Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Richard se leva brusquement. « Ça suffit. Nous avons terminé. » En partant, Lancaster échangea un regard avec Morales, qui avait observé depuis le coin. Quelque chose avait touché un point sensible. Ce soir-là, Jennifer Harper était assise seule dans sa voiture sur le parking de l'hôpital, rassemblant son courage. Après près de 10 minutes, elle entra finalement dans le bâtiment et prit l'ascenseur jusqu'à l'étage de Lily. La détective Morales, qui surveillait l'entrée de l'hôpital, suivit discrètement. Jennifer s'arrêta devant la chambre de Lily, puis se détourna et marcha plutôt vers la petite chapelle de l'hôpital au bout du couloir. Elle s'assit au dernier rang, tête baissée, inconsciente de Morales qui l'observait depuis la porte. Après quelques minutes, Morales s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Madame Harper, » dit-elle doucement, « je pense qu'il est temps que nous parlions, juste vous et moi. » Les mains de Jennifer se tordaient sur ses genoux. « Je ne sais rien. Je pense que si. Je pense que vous savez depuis longtemps que quelque chose n'allait pas. » Les larmes montèrent aux yeux de Jennifer. « Vous ne comprenez pas. Ma famille. Lily Thompson lutte pour sa vie, » dit Morales. « Sa famille mérite la vérité. » Jennifer prit une respiration profonde et tremblante. « Je dois vous montrer quelque chose. Pas ici. » Elles convinrent de se retrouver plus tard dans la nuit, dans un dîner à la périphérie de la ville. Mais tandis que Morales attendait à l'endroit convenu, les minutes se transformèrent en 1 heure, et Jennifer n'apparut jamais. Lorsque Morales appela le domicile Harper, Aaron répondit « Maman ne se sent pas bien, » dit-il. Elle a pris ses médicaments et est allée se coucher. « Est-ce que ton père est là ?» demanda Morales. « Non, il avait un dîner d'affaires. » Au moment où Morales allait raccrocher, son téléphone vibra avec un message texte d'un numéro inconnu. « Il sait. Ne venez pas à la maison. Pas sûr. »« Aaron, » dit prudemment Morales. « Est-ce que tout va bien à la maison ?» La ligne resta silencieuse si longtemps que Morales pensa qu'ils avaient été déconnectés. Puis, la voix d'Aaron revint, plus basse qu'avant. « Définissez bien. » Avant qu'elle ne puisse répondre, l'appel se termina brusquement. Morales essaya de rappeler, mais il n'y eut pas de réponse. Le message texte restait sur son écran, son avertissement clair, mais son expéditeur non identifié. Qui l'avait envoyé? Jennifer? Aaron? Et qui était le « il » dont ils avaient en peur? Le matin après le mystérieux message texte, la détective Morales demanda l'accès au dossier scolaire de Lily Thompson. Le dossier contenait des informations typiques, notes,
principalement des A et des B, assiduité, presque parfaite, et une seule note disciplinaire datant de 2 semaines avant l'attaque. La note, écrite par le vice-principal Robert Collins, indiquait « Lily a exprimé des inquiétudes concernant une situation sensible, impliquant un autre élève, a demandé une rencontre avec le conseiller et l'agent de ressources la semaine prochaine, a refusé de fournir des détails spécifiques pour le moment. » Morales appela immédiatement Collins, qui expliqua que Lily avait semblé inhabituellement anxieuse pendant leur brève conversation. Elle a dit qu'elle devait signaler quelque chose, mais qu'elle avait peur, se rappela Collins. Elle ne voulait pas me dire de quoi il s'agissait, juste que cela impliquait un autre élève et qu'elle voulait un enregistrement officiel avant de venir avec des détails. « Vous a-t-elle donné un indice sur quel élève ?» demanda Morales. « Non, mais elle a mentionné quelque chose d'étrange. Elle a dit « Parfois, les personnes qui semblent les plus gentilles sont celles dont vous devriez avoir le plus peur. » La réunion prévue avec le conseiller et l'agent de ressources avait été fixée pour le jour suivant l'attaque de Lily. Une réunion à laquelle elle n'a jamais pu assister. Pendant ce temps, l'équipe de criminalistique numérique avait analysé l'ordinateur familial des Harper. Bien que la plupart de l'historique de recherche semblait bénin, ils découvrirent quelque chose d'inquiétant dans les fichiers supprimés. Quelqu'un a effectué des recherches sur poison indétectable. Combien de temps faut-il pour qu'un traumatisme crânien guérisse et chance de perte de mémoire après une commotion cérébrale, rapporta le technicien. Ces recherches ont été supprimées, mais nous les avons récupérées du cache. Pouvez-vous dire qui a effectué ces recherches? Demanda Morales. Le compte était connecté sous les identifiants de Jennifer Harper, mais cela ne signifie pas nécessairement que c'était elle qui cherchait. Une image inquiétante émergeait, mais trop de pièces manquaient encore. Morales avait besoin de plus d'informations, et elle savait exactement qui pourrait les avoir. Aaron Harper accepta de rencontrer Morales dans un café loin de chez lui. Il arriva l'air fatigué, avec des cernes sombres sous les yeux. « Je n'ai pas beaucoup de temps, dit-il, jetant un regard nerveux vers la porte. Papa pense que je suis à la bibliothèque. Parle-moi de ton frère, commença Morales. Le rire d'Aaron était creux. Quelle version voulez-vous? Celle que mes parents croient ou la vraie? La vérité. Il fixait son café intact. Ethan a toujours été différent. Il peut activer et désactiver son charme comme un interrupteur. Avec mes parents, il est toujours activé. Et avec toi? Les yeux d'Aaron rencontrèrent les siens. Il ne se donne pas la peine de faire semblant avec moi. J'ai vu ce qu'il peut faire. Qu'a-t-il fait exactement, Aaron? C'est plus sur sa façon d'opérer. Il observe les gens, apprend leurs faiblesses, puis utilise ces informations. Aaron baissa la voix. Je pense qu'il a quelque chose sur mon père. Quelque chose d'assez grave pour que papa fasse n'importe quoi pour le protéger. Et ta mère? Maman a peur de lui, elle prétend le contraire, mais je l'ai vu verrouiller la porte de sa chambre la nuit. Est-ce qu'Ethan connaissait Lily Thompson? Aaron acquiesça. Il était obsédé par elle. Il disait qu'elle était la seule personne qui le comprenait. Son expression s'assombrit. Après qu'elle m'ait été conduit pour le bal, Ethan a dit que c'était pour le mieux, qu'elle n'était pas faite pour notre famille. La façon dont il l'a dit, c'était glaçant. Avant que Morales ne puisse poser une autre question, le téléphone d'Aaron vibra. Son visage pâlit. En lisant le message, « Je dois y aller. Papa rentre plus tôt que prévu. » Il se leva rapidement. « Ne leur dites pas qu'on a parlé, s'il vous plaît. » Alors qu'il se tournait pour partir, Morales posa une dernière question. « La nuit où Lily a été attaquée, as-tu vu Ethan ?» Aaron fit une pause. « Maman et papa ont dit qu'il était à la maison toute la soirée. Mais vers 22 heures, j'ai entendu le treillis à l'extérieur de sa fenêtre qui craquait. Quelqu'un grimpait. Après le départ d'Aaron, Morales retourna à l'hôpital. L'état de Lily s'était légèrement amélioré. Elle respirait maintenant sans assistance, bien que toujours inconsciente. Tandis que Morales se tenait à l'extérieur de la chambre, une infirmière s'approcha avec des nouvelles encourageantes. « Elle a ouvert les yeux il y a environ 1 heure. » dit l'infirmière. « Juste quelques secondes, mais le médecin dit que c'est un bon signe. » A-t-elle dit quelque chose? L'infirmière secoua la tête. « Pas encore.
Mais elle se bat. Si Lily se réveillait, elle pourrait identifier son agresseur, si elle s'en souvenait, si elle vivait assez longtemps pour raconter son histoire. Les preuves médico-légales contre Ethan continuaient de s'accumuler. La terre de sa basket cachée correspondait aux échantillons prélevés à Redwood Creek avec 90,97% de certitude. Ces empreintes digitales avaient été trouvées sur le sac à dos de Lily, qui avait été récupéré partiellement submergé dans l'eau. Un brin de ses cheveux avait été découvert sur l'uniforme de Pom-Pom Girl de Lily. « C'est suffisant pour une arrestation », dit le chef Reynolds à Morales et à la procureure Lancaster lors de leur réunion stratégique. Les preuves physiques le placent sur les lieux au-delà de tout doute raisonnable. « Mais cela ne prouve pas qu'il l'a attaqué », fit remarquer Lancaster. « Son histoire sur le fait de l'avoir trouvé déjà blessé pourrait tout expliquer. »« Et le mobile ?» demanda Reynolds. « Pourquoi un garçon de 13 ans attaquerait-il une fille de 16 ans qu'il connaissait à peine ?» Morales partagea ce qu'Aaron lui avait dit sur l'obsession d'Ethan. Pour Lily, si elle l'a rejeté d'une manière ou d'une autre, ou si elle était sur le point de signaler quelque chose d'inquiétant à son sujet aux autorités scolaires. Spéculation, dit Lancaster. Nous avons besoin de plus. Plus tard dans la journée, Madame Whittaker, une femme âgée qui vivait dans une petite maison près de Redwood Creek, contacta le commissariat. Elle venait de rentrer de chez sa sœur en Floride et avait vu les informations concernant Lily Thompson. « J'ai une de ces sonnettes avec caméra », expliqua-t-elle à Morales. « Mon fils l'a installée avant que je parte. Il a dit que ça surveillerait les choses pendant mon absence. » La caméra avait une vue sur la rue menant au sentier d'accès au ruisseau. Morales ressentit une vague d'espoir. Cela pourrait fournir des preuves cruciales sur qui avait été dans la zone au moment de l'attaque. Madame Whittaker fit apparaître les images sur sa tablette. La caméra avait capturé plusieurs personnes passant par là cet après-midi. Des joggeurs, des promeneurs de chiens, un facteur. À 15h52, elle montrait Lily Thompson marchant vers le sentier du ruisseau, seule et consultant son téléphone. « Là !» Morales pointa du doigt. « Pouvons-nous voir qui est venu après elle ?» Madame Whittaker fit défiler les images. À 16h07, une silhouette en sweat à capuche foncée se dirigeait rapidement vers le sentier du ruisseau, le visage caché de la caméra. « Pouvons-nous zoomer ?» demanda Morales. Elles essayèrent, mais l'image devint trop pixelisée pour identifier la personne. La stature pourrait correspondre soit à Ethan, soit à Aaron Harper, ou à des dizaines d'autres personnes à Mapleton. La partie la plus révélatrice arriva à 16h28, quand la même silhouette encapuchonnée s'éloignait en hâte du ruisseau, se déplaçant maintenant d'une manière différente, plus urgente, moins contrôlée. « Y a-t-il plus d'images ?» demanda Morales avec impatience. « Peut-être sous un angle différent. » Madame Whittaker secoua la tête. « C'est tout. Sauf... » Elle fronça les sourcils en regardant la tablette. « C'est étrange. »« Quoi ?»« Il y a un écart dans... l'enregistrement. Près de 10 minutes manquantes, commençant à 16h12. » Morales sentit son pouce accélérer. Pourrait-ce être un problème technique? Je suppose. Mais mon fils a dit que ces systèmes sont fiables. Madame Whittaker semblait troublée. C'est presque comme si quelqu'un avait supprimé une section. De retour au commissariat, l'équipe technique confirma que les images avaient effectivement été manipulées. Quelqu'un avait accédé à distance au stockage cloud de Madame Whittaker et supprimé environ 9 minutes et 40 secondes de vidéo. Celui qui a fait ça savait ce qu'il faisait, expliqua le technicien. Ils ont laissé juste assez d'images avant et après pour que ça semble continu au premier coup d'œil. Pouvez-vous retracer qui y a accédé? Demanda Morales. Ils ont utilisé un VPN et un Wi-Fi public. Très prudent. Ce niveau de sophistication technologique semblait au-delà de ce que la plupart des adolescents sauraient en faire, à moins qu'ils n'aient de l'aide. L'avocat de la défense Douglas Bennett est apparu aux informations locales ce soir-là, faisant une déclaration qui a surpris beaucoup de gens à Mapleton. Mon client, Ethan Harper, est un garçon de 13. Dont injustement ciblé dans cette enquête, déclara Bennett avec aplomb. Les preuves suggèrent qu'il a rencontré Mademoiselle Thompson, après qu'elle ait déjà été blessée, a tenté de l'aider, puis a paniqué, comme n'importe quel enfant pourrait le faire. De plus, nous avons des raisons de croire que quelqu'un tente activement de faire porter le chapeau à Ethan en manipulant les preuves.
L'affirmation était audacieuse et passait bien à la caméra. Bennett continua en suggérant d'autres suspects potentiels, y compris des camarades de classe jaloux et des individus ayant des antécédents de violence. Ce qu'il ne mentionna pas, c'étaient les images supprimées de la sonnette, ou le fait que les connaissances approfondies d'Ethan en informatique avaient été documentées dans ses écoles précédentes. Alors que la détective Morales regardait la conférence de presse, son téléphone sonna. C'était l'hôpital. « Détective, vous devez venir tout de suite », dit l'infirmière, sa voix urgente. « Lily Thompson est réveillée. » Au moment où la détective Morales arrivait à l'hôpital, l'excitation initiale s'était estompée. Lily Thompson s'était effectivement réveillée, mais seulement brièvement. Elle avait réussi à reconnaître ses parents et à serrer leurs mains avant de retomber dans l'inconscience. « Le médecin dit que c'est normal », expliqua Madame Thompson, ses yeux révélant à la fois espoir et épuisement. « Elle se bat pour revenir. » « A-t-elle dit quelque chose ?» demanda doucement Morales. « À propos de ce qui s'est passé ?» Monsieur Thompson secoua la tête. « Rien sur l'attaque, elle avait juste l'air confuse. » Alors que l'enquête se poursuivait, Richard Harper lança une contre-stratégie agressive. Il déposa une plainte formelle contre la détective Morales, alléguant harcèlement et vision tunnel. La plainte incluait des allégations selon lesquelles Morales aurait mené des entretiens non autorisés avec Aaron Harper et se serait indûment concentré sur Ethan tout en ignorant d'autres suspects potentiels. Le chef Reynolds convoqua Morales dans son bureau le lendemain matin. « Cela devient politique », avertit-il. « Harper a des amis au conseil municipal. Ils remettent en question notre gestion de l'affaire. Les preuves » commença Morales, mais Reynolds l'interrompit. « Je connais les preuves. Je suis de votre côté. Mais nous devons être irréprochables sur ce coup. Pas d'erreur. » L'examen, minutieux, eut son effet. Chaque étape de l'enquête était maintenant remise en question, non seulement par les Harper et leur avocat, mais par certains membres de la communauté qui croyant qu'Ethan était victime d'un coup monté. Pendant ce temps, le comportement de Jennifer Harper devenait de plus en plus erratique. Lors d'un entretien formel au commissariat, elle perdit à plusieurs reprises le fil de ses pensées et parut désorientée. « Madame Harper, vous sentez-vous bien ?» demanda Lancaster, préoccupé. « Mon médicament, je n'arrive pas à le trouver, » marmonna Jennifer. « Quelqu'un l'a pris. » Richard mit immédiatement fin à l'entretien, affirmant que sa femme ne se sentait pas bien. En partant, Morales remarqua Jennifer trébucher légèrement, l'emprise de Richard sur son bras se resserrant pour la maintenir debout. Plus tard dans la journée, Aaron remit secrètement un petit paquet à la détective Morales, des pages arrachées de ce qui semblait être le journal d'Ethan. « Je les ai trouvées cachées dans son matelas », expliqua Aaron. « Lisez-les, vous verrez. » Les pages contenaient des entrées inquiétantes, y compris des observations détaillées sur les routines quotidiennes de Lily Thompson et un passage glaçant. « Elle pense qu'elle me comprend, mais personne ne comprend. Si jamais elle se retournait contre moi, je devrais l'arrêter, ce serait facile. » Mais lorsque Morales présenta les pages du journal à Lancaster, la procureure secoua la tête. « Irrecevables, » dit-elle. « Elles ont été obtenues sans mandat. Bennett démolirait cela au tribunal. Mais elles montrent l'intention, le mobile. Et nous ne pouvons rien utiliser de tout cela. Si Aaron a pris ces pages sans permission, elles sont le fruit de l'arbre empoisonné. » L'affaire qui avait semblé si claire était maintenant obscurcie par des complications juridiques, des pressions politiques et une victime qui ne pouvait pas encore parler. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, Morales ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas attendu, le doute. Non pas sur la culpabilité d'Ethan, mais sur la question de savoir si justice serait effectivement rendue. Alors que les préparatifs du procès commençaient, des contradictions dans la chronologie des événements émergèrent. Selon la déclaration d'Ethan, il était allé rencontrer Lily à 16h et l'avait trouvée déjà blessée. Mais le rapport du médecin légiste situait l'heure de la blessure entre 16h05 et 16h15, rendant son histoire peu plausible, à moins que quelqu'un d'autre ne l'ait attaqué immédiatement avant son arrivée. La détective Morales revisita la liste des amis de Lily, se concentrant sur ceux qui n'avaient pas encore été interrogés. Cameron Wells, la meilleure amie de Lily depuis l'école élémentaire,
était à un tournoi de débat quand l'attaque s'est produite et venait juste de revenir à Mapleton. Lily et moi nous disions tout, dit Cameron, assise dans le salon de sa famille. Du moins, je le pensais. Que... Voulez-vous dire? Demanda Morales. Cameron tripotait son bracelet. Il y a environ 1 mois, Lily a commencé à agir différemment, plus secrète. Elle recevait ses SMS et ne me disait pas de qui ils venaient. A-t-elle mentionné Ethan Harper? Cameron hocha lentement la tête. Une fois, elle a dit « Ah », qu'il était intense mais intéressant, qu'il savait des choses sur les gens que personne d'autre ne remarquait. Cela vous inquiétait? Pas au début, mais ensuite, Cameron hésita. La semaine dernière, elle m'a dit qu'elle avait peur. Morales se pencha en avant. De quoi? Pas de quoi, de... Qui? Elle a dit qu'elle avait découvert quelque chose sur Ethan, quelque chose qui la mettait mal à l'aise. Elle ne voulait pas me donner de détails, juste qu'elle devait faire ce qui était juste, même si cela pouvait causer des problèmes. A-t-elle dit ce qu'elle prévoyait de faire? Elle allait parler au vice-principal Collins. Elle avait une sorte de preuve sur son téléphone, je crois. Cela concordait avec le récit de Collins sur la demande de Lily pour une réunion afin de signaler une situation sensible. Cela fournissait également un mobile solide. Si Lily avait découvert quelque chose de dommageable sur Ethan et prévoyait de le signaler, il avait une raison de l'arrêter. Pendant ce temps, l'équipe technique réalisa une percée avec les images de la caméra de sonnette. En utilisant des techniques d'amélioration avancées, ils isolèrent des images montrant la silhouette encapuchonnée quittant la zone du ruisseau. Bien que le visage restât obscurci, un détail crucial était visible. Une basket bleue et blanche distinctive avec une étoile sur le côté, identique à celle trouvée dans le placard d'Ethan. Ce n'est toujours pas définitif, avertit Lancaster. Nous pouvons, le placer sur les lieux, partant à peu près au bon moment, mais nous ne pouvons toujours pas prouver qu'il a porté le coup. Alors que l'équipe de l'accusation passait en revue leurs preuves, le docteur Maxwell Reed demanda une réunion urgente avec la détective Morales. J'ai été assigné à comparaître pour témoigner sur mes observations professionnelles d'Ethan Harper, expliqua-t-il, visiblement nerveux. Mais il y a un problème. Reed confessa qu'après avoir remarqué des schémas de comportement troublants chez Ethan, il avait commencé à tenir un dossier séparé, non officiel d'observation. Des notes qu'il n'avait pas entrées dans le système scolaire officiel. Cela aurait déclenché une revue automatique, expliqua Reed. Et avec Richard Harper au conseil d'administration de l'école, vous protégiez votre emploi, termina Morales pour lui. Reed semblait honteux. Oui, mais maintenant, Bennett a découvert que ces notes existent. Il dépose une motion pour me disqualifier comme témoin pour des raisons éthiques. Sans le témoignage de Reed sur les schémas de comportement préoccupants d'Ethan, l'accusation perdrait un élément clé de leur affaire. Et avec la mémoire de Lily encore fragmentée, la vérité semblait de plus en plus insaisissable. À moins que quelqu'un d'autre qui savait ce qui s'était réellement passé ne décide de rompre le silence. Le palais de justice du comté de Mapleton, un imposant bâtiment en briques datant de 1914, avait connu sa part de procès dramatiques. Mais alors que les spectateurs entraient dans la salle d'audience pour le premier jour des procédures dans l'affaire Lily Thompson, il y avait une tension inhabituelle dans l'air. La communauté s'était fracturée le long de lignes d'opinion. Ceux convaincus de la culpabilité d'Ethan, ceux certains de son innocence, et un nombre croissant qui sentait que la vérité complète restait cachée. La procureure Lancaster prononça une déclaration d'ouverture puissante, exposant méthodiquement les preuves physiques plaçant Ethan sur les lieux et établissant son mobile. Lily Thompson était sur le point de signaler quelque chose d'inquiétant concernant l'accusé, dit Lancaster au jury. Quelque chose qu'elle avait découvert qui lui faisait peur. Avant qu'elle ne puisse parler aux autorités scolaires, elle a été attirée dans un lieu isolé et brutalement attaquée. Douglas Bennett répliqua avec une conviction égale, dépeignant Ethan comme un enfant incompris pris dans des circonstances tragiques. L'accusation veut vous faire croire qu'un élève modèle de 13 ans est capable de violences calculées, argua Bennett. Ce que les preuves montrent réellement est un garçon qui a commis une erreur, non pas en blessant Lily Thompson, mais en ne demandant pas d'aide quand il l'a trouvée blessée. Jennifer Harper fut appelée comme premier témoin. Vêtue d'une simple robe bleue,
Elle apparaissait fragile mais composée lorsqu'elle prit place. Elle témoigna qu'Ethan était à la maison, l'après-midi de l'attaque, soutenant son alibi initial malgré les preuves le contredisant. Lors du contre-interrogatoire, Lancaster la pressa sur les incohérences. « Madame Harper, les images de vidéosurveillance montrent votre fils quittant l'école avec Lily Thompson. Pourtant, vous affirmez qu'il est rentré directement à la maison. Comment expliquez-vous cette divergence? La composition de Jennifer se fissura. J'ai pu me tromper sur l'heure. Et la caméra cachée dans la chambre d'Ethan, celle que vous avez installée. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Jennifer jeta un regard vers Richard, qui était assis impassible dans la galerie. Nous étions inquiets pour sa sécurité. Sa sécurité ou la sécurité des autres? Objection, intervint Bennett, spéculative et incendiaire. Alors que l'interrogatoire se poursuivait, des preuves techniques furent présentées montrant que le système de sécurité du domicile Harper avait été désactivé pendant la période critique le jour de l'attaque, désactivé de l'intérieur de la maison en utilisant le code d'accès de Richard. Pendant une pause, Aaron confronta son père dans les toilettes du palais de justice, inconscient que son téléphone, toujours en train d'enregistrer depuis un appel précédent, captait leur conversation. « Tu sais ce qu'il a fait, » dit Aaron, sa voix basse et urgente. « Tu le sais, et tu continues à le protéger. » Richard saisit le bras de son fils. « Rappelle-toi notre accord, » siffla-t-il. « Tu restes silencieux. Tu vas toujours à l'université. Tu reçois toujours ton héritage. Contredis-moi là-dessus, et tu n'auras rien. L'argent vaut-il vraiment tout ça? Demanda Aaron. Vaut-il ce qui est arrivé à Lily? La réponse de Richard était glaçante dans sa simplicité. La famille passe en premier. Toujours. À mesure que le procès progressait, le dossier de l'accusation semblait de plus en plus solide. Des experts médico-légaux témoignèrent que le motif de sang sur la basket cachée d'Ethan correspondait à quelqu'un se tenant près de Lily lorsqu'elle a été frappée, non à quelqu'un la trouvant, après comme Ethan le prétendait. La défense répliqua avec des témoins de moralité, des enseignants qui louaient l'intelligence et la gentillesse d'Ethan, des voisins qui le décrivaient comme poli et serviable. Bennett planta habilement des graines de doute raisonnables, suggérant des scénarios alternatifs et des suspects possibles, y compris des adolescents plus âgés, non nommés qui auraient pu avoir des rancunes contre Lily. Le 3e jour du procès, Lily Thompson prit place à la barre. Encore en convalescence de ses blessures, elle se déplaçait lentement, son comportement autrefois vibrant désormais réservé. La salle d'audience tomba dans le silence lorsqu'elle prêta serment. « Mademoiselle Thompson, » commença doucement Lancaster, « que vous rappelez-vous du jour où vous avez été attaquée? » La voix de Lily était douce mais claire. « Je me souviens de quitter l'école. Je me souviens d'envoyer des textos à quelqu'un. » Elle fit une pause, son front se plissant. « Tout ce qui suit est en fragments, des flashs. Vous souvenez-vous d'être allé à Redwood Creek? » Vaguement. « Je me souviens de marcher sur le sentier, de me sentir nerveuse. Vous souvenez-vous de qui vous deviez rencontrer? » Lily ferma les yeux, se concentrant. « Un visage, juste des aperçus, je suis désolé. Pouvez-vous identifier cette personne dans cette salle? » Lily balaya la salle du regard, son regard passant sur Ethan, qui restait parfaitement immobile, son expression neutre. « Je ne suis pas sûr. Les médecins ont dit que ma mémoire pourrait ne jamais revenir complètement. » Le contre-interrogatoire de Bennett fut bref et compatissant, soulignant les lacunes dans la mémoire de Lily et la possibilité qu'elle pourrait inconsciemment reconstruire les événements sur la base de ce qu'elle avait entendu à propos de l'affaire. Alors que l'accusation terminait son exposé, Bennett prononça une brillante plaidoirie finale, tissant ensemble les fils du doute raisonnable qu'il avait soigneusement posé tout au long du procès. L'accusation vous demande de condamner un enfant sur la base de preuves circonstancielles et de spéculation, dit-il au jury. Ils veulent vous faire croire qu'Ethan Harper est quelque chose d'autre que ce que chaque témoin qui le connaît a décrit. Un jeune homme brillant et gentil pris dans une situation terrible. Dans la galerie, Ethan était assis entre ses parents, l'image même de la jeunesse innocente. Alors que le jury sortait pour commencer ses délibérations, un sourire subtil jouait au coin de sa bouche. Plusieurs membres du jury avaient été visiblement émus par les arguments de Bennett. Le sentiment général dans la salle d'audience était que
L'accusation, malgré ses preuves, pourrait ne pas avoir surmonté le standard du doute raisonnable. La détective Morales observait l'expression confiante d'Ethan avec un sentiment de malaise. La vérité était à portée de main, pourtant elle semblait s'échapper. Après 2 jours de délibération, le jury revint pour rendre son verdict. La salle d'audience était comble, avec des représentants des médias entassés au dernier rang et des spectateurs occupant chaque siège disponible. La tension était palpable, alors que le juge appelait la cour à l'ordre. Ethan était assis entre ses parents, un léger sourire sur son visage pendant qu'il attendait. Jennifer regardait droit devant elle, ses mains tremblant légèrement sur ses genoux. Richard semblait confiant, chuchotant occasionnellement à Bennett. Avant que le président du jury ne puisse parler, la procureure Lancaster se leva. « Votre honneur, l'État demande la permission de présenter de nouvelles preuves qui viennent d'être découvertes. » Bennett objecta immédiatement. « La phase des preuves est close, votre honneur. C'est très irrégulier. Les preuves ont été découvertes il y a moins d'1 heure, » expliqua Lancaster. « Et elles sont directement pertinentes pour cette affaire. » Après une brève conférence à la barre, le juge autorisa l'accusation à procéder, notant les circonstances exceptionnelles. « La Cour examinera les preuves avant de décider de les admettre », décida le juge. Un technicien fit entrer un moniteur, tandis que Lancaster expliquait qu'un fichier vidéo avait été téléchargé anonymement sur la ligne de signalement du département de police. Le fichier contenait des images récupérées du système de sécurité du domicile Harper, des images qui avaient été supposément supprimées. Lorsque la vidéo commença à être diffusée, la salle d'audience tomba dans le silence. L'horodatage indiquait 15h30 le jour de l'attaque de Lily. L'angle de la caméra capturait la cuisine de la famille Harper, où Ethan et Jennifer étaient engagés dans une conversation intense. « Tu es sûr que ça va marcher ?» demanda Ethan, sa voix claire sur l'enregistrement. Jennifer hocha la tête. « J'ai fait tout ce que tu as demandé. La caméra de sonnette est en boucle. Le code de sécurité de papa est désactivé. Aaron est à l'entraînement. Et tu te souviens de ce qu'il faut dire s'il demande ?» insista Ethan. « Que tu étais à la maison. »« Avec moi tout l'après-midi » récita Jennifer mécaniquement. « Que je ne t'ai jamais perdu de vue. » La vidéo continua, montrant Ethan retirant une basket bleue et blanche de son sac à dos. « Je vais planter ça dans le placard d'Aaron après. Ils penseront que c'est lui qui l'a fait. » Ethan, la voix de Jennifer tremblait. « Tu es sûr que c'est nécessaire ? Si Lily parle simplement au conseiller, elle va tout ruiner, » interrompit Ethan, sa voix soudainement froide. « Elle pense qu'elle sait des choses sur moi, sur ce qui s'est passé à l'ancienne école. Je ne peux pas la laisser parler. » Pendant que la vidéo se déroulait, le sourire confiant d'Ethan s'évanouit. Son visage se vida de toute couleur. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, une véritable émotion apparut dans ses yeux. Non pas du remords, mais de la peur d'être pris. Les images continuaient, révélant toute l'étendue de la conspiration. Jennifer aidant Ethan à planifier l'attaque, lui indiquant quoi dire à la police, acceptant de fournir un faux alibi. Tout pour le protéger des conséquences de ses actions. Tout pour empêcher la vérité sur les incidents précédents d'être révélée. Le moment le plus accablant arriva, quand Richard entra dans la cuisine, attrapant la fin de leur conversation. « Qu'est-ce que vous deux complotez ?» demanda-t-il, son ton suggérant que ce n'était pas la première conversation de ce genre qu'il interrompait. « Rien, papa, » répondit Ethan avec aisance. « Juste des trucs d'école. » Richard semblait sceptique mais n'insista pas. « Souviens-toi de notre accord, Ethan. Pas d'erreur cette fois. Je ne peux pas continuer à nettoyer derrière toi. » Lorsque la vidéo se termina, la salle d'audience resta silencieuse pendant plusieurs longues secondes. Puis Jennifer Harper commença à sangloter. « Ce n'était pas censé être comme ça, » pleura-t-elle, sa voix se brisant. « Richard nous faisait déménager chaque fois que quelque chose se produisait. Il disait qu'on devait protéger Ethan à tout prix. Il disait qu'Aaron était sacrifiable, mais qu'Ethan était spécial. » Richard s'élança vers sa femme, mais fut retenu par les officiers du tribunal. Bennett restait assis, stupéfait, sa défense soigneusement construite s'écroulant sous ses yeux. Et Ethan? Pour la première fois, le masque de contrôle calculé tomba complètement. Des larmes coulaient sur son visage. Non pas des larmes de remords, mais de fureur et de frustration d'avoir été pris.
Alors qu'Ethan était emmené hors de la salle d'audience, la détective Morales se rendit à l'hôpital, où Lily continuait sa convalescence. Debout dans l'encadrement de la porte de la chambre de Lily, elle observa la jeune fille regardant par la fenêtre, son avenir à jamais altéré par ce qui s'était passé à Redwood Creek. « Est-ce que c'est terminé ?» demanda Lily sans se retourner. « Oui, » répondit Morales. La vérité a finalement éclaté. Lily se tourna pour lui faire face, les yeux emplis d'une sagesse au-delà de son âge. « Vraiment, y a-t-il eu un moment où quelqu'un dans cette famille disait la vérité ?» Morales n'avait pas de réponse. Dans la famille Harper, la vérité était devenue aussi fluide que les eaux de Redwood Creek, changeante, obscurcissant, révélant finalement ce qui gisait sous la surface. Une famille liée non par l'amour, mais par des secrets. Un garçon qui avait appris que les apparences comptaient plus que les actions. Des parents qui avaient choisi la protection plutôt que la responsabilité, encore et encore. Et dans ce choix, ils avaient créé quelque chose de bien plus dangereux qu'ils n'auraient pu l'imaginer.